Et je suis Karim Benzakour, donc je vais être l'animateur de ce troisième webinaire de cette semaine ramadanesque du coaching qui est organisé par le cabinet Horizon RH. Et donc c'est avec plaisir que nous accueillons cet après-midi Madame Maroussia Issoumour, donc master spécialisé en sophrologie, mais aussi directrice du cabinet de l'Institut de sophrologie caïcédienne de Fès. Et donc, il va animer ce troisième webinaire sous le titre du mieux-être et sophrologie caïcédienne. Alors, je voudrais quand même rappeler que c'est le troisième webinaire, comme j'ai dit, de la semaine. Ça a démarré mardi. On a eu le plaisir d'avoir M. Kamal Mourchid, qui nous a parlé de l'élément humain, relation entre estime de soi individuelle et performance collective. Hier, c'était le deuxième webinaire, animé par Mme Nathalie Rocamora, sous le thème de la process communication, se comprendre soi-même, comprendre les autres et mieux interagir avec eux. Et donc, et je rappelle aussi, avant de démarrer avec Madame Maroussia, que demain nous terminerons cette semaine, comme je disais, organisée par le cabinet Horizon RH, avec un ftour présentiel, ce qu'on appelle un Asher ftour. En dehors du Ramadan, ça s'appelle Asher breakfast. Mais là, pendant le Ramadan, on fait un Asher ftour. Ce sera animé par le directeur du cabinet Horizon RH, M. Shafiq Harti. Et donc, avec un thème très intéressant de l'énéagramme, la voie de l'équilibre entre ses propres forces et résistances. Donc ça, c'est pour demain, et les gens présents à Tanger peuvent contacter donc Karima du cabinet Horizon RH pour réserver une place. Donc, sans plus tarder, on va passer la parole. Alors, je rappelle quand même, oui, je rappelle quand même à toutes les personnes présentes. Donc, merci d'être présents. Et je sais qu'il y en a d'autres qui vont se rajouter au fur et à mesure. Mais vous démarrez avec vos micros désactivés, mais éventuellement, vous pourrez les activer. Vous pouvez poser vos questions à travers le chat et on transmettra ça à Madame Maroussia. Mais aussi, vous pourrez prendre le micro, d'accord? Donc, il y a un moment où on permettra la parole et là, vous pourrez ça sera en fin de séance, en fin de webinaire, posez vos questions. Sinon, je précise aussi qu'au milieu du webinaire, Madame Maroussia va nous inviter à un partage. Et donc, je vous invite à faire ce partage parce qu'il contribue donc à mieux comprendre ce webinaire qui, comme je vous l'ai dit, le mieux-être et sophrologie caïcédienne. Maroussia, c'est un plaisir et je te cède la parole. D'accord. Merci beaucoup, Karim. Et bonjour à tous et à toutes et ravi d'être parmi vous. Et je vous remercie, Horizon RH, pour l'invitation et pour nous permettre de parler un petit peu de la sophrologie caïcédienne. Alors, j'ai choisi le thème de mieux-être et sophrologie caïcédienne. Et il y a deux termes qui sont très importants, c'est déjà mieux-être et sophrologie caïcédienne. Mieux-être. Nous avons l'habitude d'entendre parler de bien-être. Nous en avions discuté tout à l'heure, Karim. Mais en sophrologie, on peut être toujours bien, mais grâce à la sophrologie, on va être mieux. Donc, c'est toujours on tend à améliorer sa vie, sa situation, son existence. Donc, tout ce qui nous entoure, nous essayons de l'améliorer. Et l'un des moyens, c'est la sophrologie caïcédienne. Alors, la sophrologie caïcédienne, c'est la sophrologie, mais spécifiquement caïcédienne. Et c'est ce que nous allons découvrir tout le long de cette présentation. Donc, je vais commencer par vous présenter le plan que nous allons suivre. Donc, déjà, la première question, c'est qu'est-ce que la sophrologie caïcédienne? Ensuite, nous allons aborder les origines. Troisième point auquel nous allons nous intéresser, c'est la conscience et sophrologie caïcédienne, c'est-à-dire comment la conscience est abordée en sophrologie caïcédienne. J'enchaînerai avec la présentation de la méthode et c'est là où je vous inviterai à vous joindre à moi pour une petite pratique pour vivre un petit peu les apports et les bienfaits de la sophrologie caïcédienne. J'enchaînerai alors après par une présentation assez brève du stress, c'est juste des rappels du stress, qui sera suivie par une autre petite technique qui peut servir justement à la gestion du stress. Et après, je vous laisserai le champ pour, si vous avez des questions, des éclaircissements à nous poser.
Alors, nous allons commencer d'abord par qu'est-ce que la sophrologie caïcédienne. Alors, la sophrologie caïcédienne, c'est une discipline. Alors, le mot discipline ici, il a deux sens. C'est-à-dire, c'est une science qui a été découverte et j'aborderai ça par la suite. C'est en même temps une science et une discipline, c'est-à-dire c'est un entraînement. On ne peut pas faire une séance de sophrologie et dire qu'on est bien, qu'on a réglé nos soucis, qu'on s'est amélioré, etc. C'est un entraînement. Donc, c'est une discipline qui aide chacun à développer une conscience sereine au moyen d'un entraînement personnel, c'est-à-dire chacun a son entraînement qui lui convient. Et cet entraînement-là, il est basé sur des techniques de relaxation et d'activation du corps et de l'esprit. Donc, les deux dimensions de l'être sont touchées par la sophrologie. Et en sophrologie, le mot relaxation, il a deux sens. Il a celui de relaxation de détente et la relaxation, le sens de libérer. Se libérer des vieilles casseroles que nous traînons dans toute notre vie. Et d'activation du corps, c'est-à-dire ce n'est pas uniquement une détente, mais on travaille aussi pour activer et renforcer nos capacités, nos valeurs, donc toutes les structures internes de notre corps, nous travaillons à l'activation de ces structures-là grâce à la sophrologie caïcédienne. Deuxième point, c'est un entraînement, ce que je disais tout à l'heure, c'est un entraînement du corps, c'est un entraînement aussi de l'esprit pour développer la sérénité et le mieux-être. Alors, qu'est-ce que l'esprit en sophrologie? Alors, en sophrologie, l'esprit, c'est cette dimension immatérielle qui constitue l'être humain. C'est les pensées, le mental, donc c'est le corps, c'est le physique, l'esprit, c'est cette dimension immatérielle. L'objectif de la sophrologie. Alors, parmi les objectifs de la sophrologie, il y a le premier, c'est nous aider à renforcer toutes les attitudes positives que nous pouvons avoir dans la vie. Au lieu d'avoir des attitudes toujours négatives, à ruminer le négatif, on va renforcer tout ce qui est positif. Donc là, le renforcement des attitudes positives et des valeurs aussi positives de l'être humain. Et cela au quotidien, que ce soit dans le champ professionnel comme dans le champ personnel. Deuxième objectif, c'est participer activement à la gestion du stress et des émotions négatives d'origine, qu'elles soient d'origine professionnelle ou personnelle. Et le troisième objectif, c'est d'optimiser les capacités au quotidien dans le respect de l'autonomie, de la personnalité de chacun. C'est-à-dire que en sophrologie, on ne parle jamais d'incapacité. On parle toujours de potentialités qui peuvent être travaillées et transformées en capacités. Donc, c'est optimiser nos capacités au quotidien et tout cela dans le respect de l'autonomie. C'est-à-dire que la personne qui va voir un sophrologue, elle va s'entraîner avec le sophrologue, mais à la fin, elle devra devenir autonome. C'est-à-dire, je peux faire mes entraînements, je n'aurai plus besoin d'un sophrologue qui va me suivre toute ma vie. Le sophrologue est là pour donner les outils à la personne qui vient le voir et ces outils vont renforcer l'autonomie de chaque personne qui vient le consulter. Donc là, ce sont les objectifs, mais j'ai pris en général les plus grands traits, si vous voulez, des objectifs de la sophrologie. Maintenant, nous allons voir les origines de la sophrologie. D'où nous est arrivée cette sophrologie. Alors, le premier, la personne qui a créé la sophrologie, c'est le professeur Alfonso Caicedo, qui est un neuropsychiatre qui a exercé en Espagne. Il est colombien d'origine, mais qui a exercé en Espagne. Et il a fondé la sophrologie dans le début des années 60. Il a choisi le nom de sophrologie en se basant sur des racines grecques, sos, qui veut dire équilibre, phrène, c'est la conscience, et logos, c'est l'étude. Donc, si nous prenons les trois, la sophrologie, c'est l'étude de la conscience en équilibre. Et il a choisi ce terme en opposition à la schizophrénie. La schizophrénie, c'est la conscience qui est éparpillée, et la sophrologie, c'est comment réunir cette conscience pour qu'elle ne soit plus que un. Alors, le professeur Caicedo, quand il a créé la sophrologie, il l'a créé bien sûr dans le domaine de la psychiatrie. Et après, il l'a développé dans tous les autres domaines, dans le domaine de la santé, de l'enseignement, etc. Donc, dans tous les domaines, nous allons aborder ce point à la fin.
Alors, le professeur Caicedo, quand il a mis cette science, quand il l'a créée, quand il l'a mis en exercice, il s'est basé sur plusieurs sciences. D'abord, il a eu l'inspiration du monde oriental et il s'est inspiré du yoga pour la découverte du corps parce qu'il a étudié les postures du yoga et il a vu ce que ça pouvait apporter à la conscience en tant que conscience du corps. Il s'est basé sur le bouddhisme dans la méditation et la contemplation, et sur le zen japonais aussi dans la méditation et dans la libération, la liberté des automatismes. Et en même temps, il s'est basé aussi sur la phénoménologie, qui est la science du phénomène, parce qu'en sophrologie, on va s'intéresser au phénomène sans s'intéresser ou sans prendre en considération tous les facteurs qui vont altérer le phénomène. Donc, je reviendrai à ça, où nous allons le détailler plus par la suite. Nous avons dit que la sophrologie, c'était l'étude de la conscience. Alors, qu'est-ce que la conscience ou comment la sophrologie aborde la conscience? Là, je vous présente un éventail que Caicedo a mis en place. Et là, vous voyez que nous avons les niveaux de conscience dans le sens vertical et les états de conscience dans le sens horizontal. Je vais vous parler d'abord des états de conscience. Alors, dans notre vie de tous les jours, nous sommes là en conscience ordinaire. Là, nous sommes là. Donc, selon notre vie, on est très bien, il y a une harmonie entre notre corps et notre esprit, donc on est calme, on est zen, on se rapproche, on va de ce côté-là. On est perturbé, de la colère, des émotions négatives, on va s'approcher beaucoup plus, pardon, alors je reviens en arrière, excusez-moi. On se rapproche de la conscience pathologique. Donc, plus on va pratiquer de la sophrologie, plus on va aller vers la conscience sophronique, qui est une conscience harmonieuse entre le corps et l'esprit, les émotions, les valeurs, etc. Par contre, avec les traumas, les petites agressions que nous avons dans notre vie, le stress, etc., on se rapproche beaucoup plus de la conscience pathologique. Ça, c'est pour les états de conscience. Pour les niveaux de conscience, quand vous le voyez, nous avons l'état de veille en haut, c'est quand la conscience est en état de veille. Et en bas, nous avons le sommeil où la personne est inconsciente. Mais entre les deux, il y a un niveau qu'on appelle le niveau de conscience isokai. C'est dans ce niveau-là que la sophrologie agit. Donc, la sophrologie ne se pratique jamais en état de conscience ordinaire. Il faut ramener la personne à un état de conscience, nous appelons isokai, c'est-à-dire elle est en état de veille, mais elle est très proche de l'état de sommeil pour pouvoir faire la pratique. C'est ce que nous allons faire tout à l'heure quand on fera notre pratique. Alors, pourquoi les exercices ou les pratiques de la sophrologie? C'est pour justement découvrir ou aller vers une nouvelle conscience de soi, c'est-à-dire comment nous concevons, comment nous sommes conscients de notre corps, de notre esprit, dans la vie de tous les jours, nous allons changer cette conscience. Alors, la pratique régulière de la sophrologie caïcédienne favorise le développement de la perception positive du corps, de l'esprit, des états émotionnels et des valeurs personnelles. Cette découverte permet peu à peu de la transformation positive et de l'attitude envers soi-même et envers les autres. Parce que si nous changeons notre conscience de nous-mêmes, si nous avons une nouvelle conscience de nous-mêmes, automatiquement, nous aurons une nouvelle conscience de notre place dans le monde, donc de notre place dans notre entourage. Ce qui fait qu'il y aura aussi un changement en ce qui concerne nos rapports avec les autres. Et comme en sophrologie, c'est toujours vers le positif, donc même l'attitude va changer dans le sens positif. Alors, les caractéristiques de la sophrologie caïcédienne. Ce qui fait la caractéristique particulière de la sophrologie caïcédienne, c'est que nous nous basons sur la vivance. Alors, qu'est-ce qu'une vivance? C'est lorsque je fais une pratique de sophrologie, c'est ce que je vis pendant la pratique. Et c'est ce qui s'appelle la vivance. Alors, Caicedo, il a pris le mot vivance, c'est l'entraînement sophrologique,
il est basé sur le concept de la vivance. C'est un néologisme que Caicedo a intégré dans la langue française, qui est d'origine allemande et espagnole et qui désigne l'expérience vécue qui transforme celui qui l'expérimente. C'est-à-dire, quand je fais une séance de sophrologie, il y a une vivance, il y a une vie qui se manifeste en moi, et c'est cette vivance-là qui va apporter le changement. Tout le travail de la sophrologie ne se fait pas ou ne passe pas par l'intellect, elle ne passe pas par le mental, elle passe par la vie dans le corps. Et en sophrologie, le terme vivance caractérise le vécu et les bienfaits de l'entraînement. Deuxième caractéristique de la sophrologie que je viens d'aborder, c'est l'action positive. En sophrologie, nous nous basons toujours sur le positif, sur les sensations positives, sur les sentiments positifs. Donc, tout ce qui est positif, parce que le positif est porteur de vie. Et en sophrologie, le docteur Caicedo le dit, toute action positive sur une partie de la conscience va se répercuter sur la totalité de l'être. Et là, je donne un exemple de la vie de tous les jours. Quand il fait très chaud, par exemple, et que je mets juste ma main dans une bassine d'eau froide, le rafraîchissement, il ne se limite pas uniquement à ma main. Je me sens bien dans tout le corps. Ça commence par la main et puis je me sens bien. Donc, c'est la même chose. C'était juste une image pour expliquer cette action positive. Si j'agis positivement sur une partie de moi-même, cette action positive, elle va s'installer dans la totalité du corps. Et deuxième chose, qui est la caractéristique deuxième de la sophrologie caïcédienne, c'est la répétition de la vivance. C'est-à-dire, à chaque fois que je fais l'entraînement, il y a une vivance et c'est le fait de répéter cette vivance qui va apporter le changement. Ce n'est pas en apprenant par cœur, mais en vivant et en revivant la même chose qu'il y aura un changement. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il y a une vivance, il y a la génération ou la création de nouveaux circuits neurologiques. Et ça, c'est grâce à la plasticité cérébrale. Et ces découvertes-là, Caicedo en a parlé dans les années 60. Il n'y avait pas de preuves biologiques, si vous voulez, mais maintenant, les neurosciences et l'épigénétique ont prouvé ce que Caicedo disait au début. Donc, avec les entraînements, les transformations vont venir. Je m'entraîne, je continue à m'entraîner jusqu'à ce que ça s'intègre et est-ce qu'il y ait un changement dans soit mon attitude, soit ma façon de percevoir les choses, comment je présente mes sentiments, comment je m'exprime, tout va changer grâce aux entraînements, bien sûr, avec de la sophrologie. Alors, maintenant, je vous invite à une petite technique que nous appelons la sophronisation de base, qui est la première technique qu'on fait dans la méthode de Caicedo. Alors, la sophronisation de base, le mot sophrologie, nous l'avons vu, il est bâti sur les trois racines grecques sophrène et logos, qui veut dire étude de la conscience en équilibre. Et le mot sophronisation, dans le mot sophronisation, nous nous référons à l'étude de nous-mêmes. C'est un moyen de revenir à soi, de porter la conscience sur nous-mêmes. Parce que la conscience, je vous explique un petit peu, la conscience en général, elle est portée sur l'extérieur. J'ai conscience de ce qui m'entoure, j'ai conscience des personnes qui sont présentes avec moi dans ce webinaire, j'ai conscience de l'endroit où je suis, mais rarement, il y a ce retour réflexif de la conscience à nous-mêmes. Donc, le premier travail que nous allons faire en sophrologie, c'est justement de retourner cette conscience vers nous-mêmes et de faire en sorte que la conscience soit consciente d'elle-même. Ça, c'est la difficulté un petit peu, si vous voulez, de la sophrologie au début. C'est la prise de conscience de notre corps. Donc, on va commencer par la prise de conscience du corps, de l'esprit, des émotions, mais dans un état de relaxation. Et c'est la première technique, bien sûr, de la méthode Caicedo. Voilà. Donc, pour faire cette technique de sophronisation de base, nous allons la faire en posture assise. Donc, en sophrologie, on va toujours vers ce qui est le plus simple, le plus présent, le plus naturel. Et nous allons nous asseoir confortablement sur nos chaises, les deux pieds
posé à plat sur le sol. Le dos, on appuie sur le dossier de la chaise, les mains sur les cuisses, de façon à faire des angles droits avec de tout le corps, de mes pieds entre mes jambes et mes cuisses et mon tronc, et le visage, enfin le regard à l'horizontale. Donc, je vous invite à prendre la posture pour nous préparer à la technique. Et dans cette posture-là, nous fermons les yeux pour faire abstraction du monde qui nous entoure et nous focalisons sur nous-mêmes. Donc, nous prenons conscience de notre présence ici et maintenant. Conscience de notre respiration libre. Et nous portons notre attention sur notre tête, notre visage, que nous relâchons progressivement. Nous relâchons les muscles du front, nous relâchons les muscles des yeux, les paupières, les muscles des joues. Nous déverrouillons notre mâchoire. Relax. Puis nous portons notre attention sur notre cou, notre nuque, nos épaules, nos bras, nos mains, que nous relâchons progressivement jusqu'au bout des doigts. Relax. Agréable. Sensation de tranquillité qui commence à s'installer doucement. Puis nous portons notre attention sur notre poitrine, notre dos, notre ventre, que nous relâchons progressivement, de haut en bas. À chaque respiration douce, nous pourrons relâcher davantage les muscles au niveau peut-être des omoplates. Nous portons notre attention sur notre respiration. L'air qui rentre, l'air qui sort librement. Nous portons une attention particulière à notre abdomen qui, à chaque inspiration, se dilate et à chaque expulsion de l'air, retrouve sa position initiale. Respiration abdominale. Puis nous prenons conscience de la partie inférieure de notre corps que nous relâchons progressivement. Nous relâchons notre bas-ventre, nous relâchons les muscles des cuisses, nous déverrouillons les genoux, nous relâchons les jambes, les pieds jusqu'au bout des orteils. Relax. Agréable. Sensation de tranquillité, de paix, que nous laissons s'installer dans la totalité de notre corps. Nous prenons quelques instants pour porter notre attention sur tout notre corps, sur les sensations que nous avons. Ça peut être des petites sensations de chaleur, ça peut être des petits picotements, ça peut être une sensation de lourdeur. Tout ce qui se présente est le bienvenu.
Et je peux repérer dans quelle partie de mon corps je me sens le mieux. Maintenant, à ce moment. S'il y a des choses qui me dérangent, qui se présentent, je peux les mettre de côté et porter mon attention sur le positif, sur les sensations agréables, sur peut-être ce sentiment de bien-être, de détente. Et à chaque inspiration, au moment d'inspirer l'air, je renforce ce positif en moi. Et au moment d'expulser l'air, je le laisse s'installer tranquillement dans la totalité de mon corps. À l'inspiration, je renforce les positifs, les sensations. À l'expiration, je les laisse s'installer dans la totalité de mon corps. Je prends quelques instants pour intégrer cette vivance. Et avec ce sentiment agréable de bien-être, avec cette présence à moi-même, je vais me préparer à finir la séance. Et pour cela, nous commençons par remuer légèrement nos orteils, puis nos jambes, les mains, les doigts, les bras, les épaules. Nous pouvons respirer plus amplement pour mobiliser notre ventre et notre poitrine. Puis la tête, le cou, la tête. Nous pouvons nous étirer doucement, puis de plus en plus longuement, jusqu'à une totale récupération de notre tonus musculaire. Et quand c'est bon pour nous, nous pouvons ouvrir les yeux et faire une description de ce que nous avons vécu. Alors, pour la description, elle va être aujourd'hui juste orale, et c'est une description du vécu de chacun d'entre nous. Nous allons faire un petit partage de ces phénodescriptions, mais il est important de souligner que la description du phénomène, c'est-à-dire de ce que j'ai vécu, est très personnelle. C'est-à-dire, si je n'ai pas envie de partager, je ne suis pas obligée de partager ce que j'ai vécu. Mais l'essentiel, c'est de prendre conscience de ce que j'ai vécu. D'où l'importance de ce moment-là, parce que c'est le moment où les choses vont être dévoilées. La phénodescription ou le témoignage que chacun, ceux qui veulent le présenter vont le feront, ça sera sans jugement. On ne peut pas juger la personne. On n'est pas là pour interpréter non plus. Donc, pas d'interprétation, pas de jugement sur les témoignages ou sur les descriptions de la vivance des personnes qui veulent bien les partager. Donc, je vais vous laisser un petit moment pour peut-être écrire cette description, cette phénodescription. Et après, ça sera aux volontaires, aux personnes qui veulent bien partager, de le faire. Donc, Karim, on laisse un petit moment. Oui, quelques minutes, Voilà, une minute, hein, rapidement. Et voilà, c'est ça. donc voilà. Et ceux qui Oui, voudront prendre le micro pourront le faire, c'est ça? voilà, c'est ça. Voilà. Et partager de vive voix. Maintenant, De si vive vous voix. préférez écrire, faites-le. Mais bon, je pense que par micro, c'est meilleur. Oui, tout bien. Et ça peut se faire aussi par écrit, hein. Oui. Voilà, je précise.
Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait faire un petit Voilà. partage? Si quelqu'un est prêt, suffit d'activer le micro et de se présenter et présenter votre partage. Alors, il y a quelqu'un qui a écrit ici le partage par... Alors, Maroussia, j'entame avec quand même les partages qui ont été écrits en attendant D'accord. qu'il y ait des volontaires qui... Donc, il y a une personne qui dit: « J'ai senti un calme total, mes pensées se sont arrêtées, j'ai ressenti mon corps, mon existence dans l'espace autour de moi, et quand j'ai ouvert mes yeux, c'est comme si ma vision s'est éclairée davantage. » Merci beaucoup pour ce beau partage. C'est très touchant. Et là, bon, on va l'aborder tout à l'heure, mais je le garde. Ce témoignage est vraiment très, très, très important parce qu'il met en valeur, enfin, en exergue tous les apports de la sophrologie. Mhm. Merci beaucoup pour la personne qui vient de partager. Et d'ailleurs, voilà, finalement, c'est anonyme, hein. Enfin, on n'a pas besoin de dire qui a écrit quoi. Et voilà. Donc, peut-être que ceux qui préfèrent écrire. Alors, il y a un deuxième partage par Oui, écrit. Je me suis envolé vers les nuages, un bon moment de détente et de tranquillité. très bien. Très, très bien. Merci beaucoup pour le partage. Et c'est très, très illustratif de l'apport de la sophrologie. Alors, attends, je pense qu'il y a encore un troisième message. Ah non, alors ça, c'est un message. Bonjour. Alors, il y a une personne qui a écrit, moi je vais lire ce que la personne a écrit, mais j'ai un doute, donc attendez. Alors, je vais laisser les questions, pardon, les messages qui n'ont pas un rapport avec cet exercice, d'accord? Donc, il y a des personnes qui posent déjà des questions que je reprendrai à la fin du webinaire, d'accord? D'ordre général sur la sophrologie. Il y a quelqu'un qui a écrit: « Bonjour et merci beaucoup. Quand vous dites de laisser à part des mots, donc mots MAUX, okay. Comment faire ?» Je pense que ça aussi, c'est peut-être ce genre de questions que Maroussia qu'on peut laisser. Voilà, on va la laisser pour la fin. On va laisser pour la Là, fin. ce qu'on veut, c'est vraiment un témoignage par rapport à l'exercice. Exactement. Si c'est suffisant et qu'il n'y a pas d'autres témoignages, peut-être que tu peux. On peut continuer alors. On aura le temps de faire d'autres partages plus tard. Merci beaucoup pour les personnes qui ont fait leur partage. Alors, je continue. Donc maintenant, après cette séance de sophronisation de base, alors, qu'est-ce qui se passe là? Alors, la sophronisation de base, vous avez, par les témoignages, nous avons déjà vu certains de ces effets. Et là, on va voir les effets en général. Donc, c'est une détente et une relaxation psychophysique. Donc, elle nous permet de nous détendre. Amélioration de la qualité du sommeil. Une fois que la personne est détendue, automatiquement, le sommeil va être amélioré. Troisièmement, c'est la capacité à détecter les situations de stress. Donc, quand je me pose, que je fais une sophronisation de base, je prends conscience de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je sais que je suis stressée ou je suis bien, etc. Et ça nous permet aussi une récupération d'énergie puisque nous faisons une pause. Donc, après cette technique où nous nous sommes relaxés et détendus, je vais continuer en abordant le thème du stress, qui est la maladie du siècle, si vous voulez, et surtout en entreprise. Tout le monde, même que ce soit en entreprise, même dans le domaine scolaire, même les petits-enfants maintenant, tout le monde dit qu'on est stressé, la course contre la montre. Donc, Même en famille, hein. Pardon? Même en famille, pas Même en, besoin. même en famille. Même Là, en c'est famille. partout. Ça, c'est vraiment la maladie du siècle. Alors, qu'est-ce que le stress? Le stress est un ensemble de réponses psychophysiques face à une situation désagréable
qui entraîne un stress négatif, ou agréable, ce qui entraîne un stress positif. Et le stress, il est différent pour chaque personne. Chaque personne, comment se manifeste le stress et qu'est-ce qui l'a fait stresser. Troisièmement, le stress varie selon la situation vitale de chacun. Donc, on n'est pas les mêmes face au stress, ni aux causes du stress, ni à nos réactions vis-à-vis du stress. Les différentes formes de stress, il y a le stress positif ou négatif, il peut être positif ou négatif, il peut être aigu ou chronique. Alors, positif, c'est le stress qui nous motive, qui nous pousse à aller de l'avant, qui nous pousse à nous dépasser, qui nous pousse à aller vers nos projets, à réaliser ce que nous avons à réaliser. Par contre, le stress négatif, c'est ce qui va nous freiner, c'est ce qui va entraîner des pathologies chez la personne. Le stress aigu ou chronique, donc aigu, c'est ponctuel, mais le stress aigu, à la longue, il peut devenir un stress chronique qu'on traîne tout le temps. Alors, le stress aigu, il est indispensable à notre survie. C'est lui qui nous fait réagir. Parce qu'il n'y a pas de stress, jamais on ne prendrait la décision d'agir ou de faire face à un danger ou d'avoir un projet et de mettre tout en acte ou l'action, pour réaliser ce projet. Il se déclenche en cas de menace immédiate. La menace, elle peut être physique comme elle peut être psychique. C'est une réaction d'alarme généralisée de notre organisme. Donc, un stress, il va mobiliser tout l'organisme de la personne, que ce soit du côté psychologique ou psychique ou physique. Et il produit des changements psychophysiques momentanés. Donc, augmentation des battements cardiaques, de la respiration, de la température peut-être. Donc, il y a beaucoup de changements physiques et psychiques qui se mettent en place quand on est face à un stress. Sauf que ces changements, ils sont momentanés. Quand c'est un stress aigu, c'est momentané. Après, ça va disparaître. Et il renforce également nos défenses à court terme face à l'agression, ce qui nous permet de faire face à des agressions et de nous défendre contre une agression, mais pour un court terme. Par contre, le stress chronique. Le stress chronique, il va se produire quand la menace est prolongée dans le temps. Et c'est une réaction qui est durable. Elle n'est pas momentanée et puis elle va disparaître. La réaction, elle va toujours, elle va demeurer, elle va jamais disparaître. Et bien sûr, il va produire des changements physiques prolongés. Au lieu que ce soit une montée, un rythme, une tachycardie, ça va être des changements dans le rythme cardiaque, ça va entraîner des maladies cardiaques, ça peut entraîner une hypertension, ça peut entraîner... Plus ça va, plus ça entraîne des maladies, que ce soit sur le plan psychique ou sur le plan physique. Alors, ce stress, à quel moment il devient nocif? Parce qu'on avait dit que le stress, parfois, il était positif. Donc, il va nous aider à... C'est lui qui nous mobilise, qui nous active pour la réalisation de ce que nous avons à réaliser dans notre vie. Mais à quel moment il va devenir inoffensif? C'est lorsque les facteurs de stress auront beaucoup plus de poids que notre résistance psychophysique. Quand ça dépasse notre seuil de résistance, ça devient un stress nocif. Et là, j'ai une courbe à vous présenter concernant le stress et les moments de récupération. Donc, comme vous voyez, il y a un seuil de tolérance au stress que si nous ne le dépassons pas, le stress passe inaperçu. Donc, vous avez le premier pic où il y a une augmentation du stress, mais après, il y a une phase où nous avons pu récupérer. Sauf que cette phase de récupération est incomplète puisque la courbe n'arrive pas jusqu'au trait horizontal. Et juste à ce moment-là, il y a un autre facteur de stress qui va émerger, qui va faire augmenter notre stress. Donc déjà, on n'a pas pu récupérer, il va monter. À chaque fois qu'on n'a pas eu le temps de récupérer, on accumule les stress. Et une fois que nous dépassons le seuil de tolérance, c'est la somatisation. Donc ça va avoir un effet sur le corps. Donc, plus on aura du stress qui va s'accumuler, moins on a de phases de stress ou de phases de récupération complète, plus on entame ou on entasse le stress et plus on va arriver à dépasser notre seuil de tolérance et à somatiser négativement, bien sûr, que ce soit sur le plan physique ou sur le plan mental et psychique.
Et là, je vais vous proposer une petite autre technique qui va nous aider dans la gestion du stress. C'est ce que nous appelons la technique de la respiration diaphragmatique posée. Alors, là, j'ai un schéma sur le diaphragme. Vous connaissez, c'est le muscle qui sépare le thorax de l'abdomen. Et là, dans la première image, vous avez en blanc, c'est le ventre, le diaphragme en haut. Quand le ventre est contracté, le ventre est relâché. Donc, le ventre va, quand on inspire et qu'on pousse sur le diaphragme, le ventre va être dilaté. Et à l'expiration, quand on expire l'air, le diaphragme remonte, ce qui fait que le ventre aussi va rentrer. C'est ce que nous appelons la respiration diaphragmatique, c'est-à-dire une respiration où nous utilisons le diaphragme. Donc, pour cela, pour pouvoir faire cette respiration, d'abord, ce que je voulais vous dire, c'est la respiration naturelle de l'être humain. Quand nous naissons, nous avons tous une respiration diaphragmatique. C'est-à-dire qu'en nous inspirant l'air, quand nous faisons entrer l'air dans notre corps, le ventre se gonfle puisque le diaphragme s'abaisse. Quand on expire l'air, le ventre va rentrer avant que l'air ne sorte. Sauf que dans notre vie de tous les jours, avec toutes les petites, moi j'appelle ça des agressions, des petits traumas, des petites agressions, des petites peurs, des petites, tout ce que nous traversons dans notre existence, nous avons tous, à un moment donné dans notre vie, eu des respirations courtes, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas le diaphragme vraiment descendre pour que le ventre se gonfle. Et c'est cette respiration-là, saccadée ou coupée, ou alors la respiration courte, qui aussi est un élément qui favorise le stress. Donc, si nous voulons gérer notre stress, nous devons, dans une première étape, réapprendre ou retrouver notre respiration diaphragmatique. Alors, voilà l'exercice que je vais vous proposer. Donc, nous allons rester assis comme nous sommes, on ne va pas changer de posture. Et nous allons faire une respiration diaphragmatique et posée, c'est-à-dire avec une pause. Alors, comment nous allons faire? Nous allons nous installer sur nos chaises. Inspiration, donc nous inspirons. Et quand nous inspirons, nous faisons rentrer l'air. Donc, nous libérons notre abdomen pour que la respiration soit abdominale, que le ventre puisse se gonfler, puisse se mouvoir librement. Puis, on fait une expulsion de l'air qui va être plus prolongée que le temps d'inspiration. Donc, si on inspire sur 4 temps, par exemple, nous allons expirer sur 6 temps. Et une fois que nous aurons expiré, nous allons faire une pause, c'est-à-dire ne pas inspirer juste après, mais on peut attendre une seconde, pas une minute, une seconde. C'est-à-dire on va différer le temps où nous allons inspirer. Et puis, on reprend une inspiration, expulsion de l'air prolongée, une petite pause et on reprend. Donc, si vous voulez bien, on peut faire l'entraînement. Alors, nous nous installons sur notre chaise confortablement, comme on a fait tout à l'heure, et nous allons porter notre attention sur notre respiration. Alors, nous allons inspirer l'air alors, je vais vous guider au début, après, je vais vous laisser en autonomie. Nous allons inspirer sur 4 temps et expirer sur 6 temps. Moi, je vais compter, vous allez faire la respiration. Donc, inspiration sur 4, expiration sur 6 temps, et on va faire 1, 2. 2 temps de pause, et on va reprendre l'inspiration. D'accord? Alors, on y va. Alors, confortablement installé, nous pouvons fermer les yeux si nous voulons vraiment faire cette abstraction du monde qui nous entoure et porter notre attention uniquement sur notre corps et notre respiration. Donc, nous fermons les yeux et nous portons notre attention sur notre respiration. Une respiration libre, une respiration calme. Nous prenons conscience de l'air qui rentre, de l'air qui sort. Et au moment d'inspirer l'air, nous pouvons même suivre le mouvement de l'air quand il rentre jusqu'à l'abdomen. Et au moment d'expulser l'air,
nous laissons l'air sortir librement. Nous prenons conscience que notre respiration est abdominale, c'est-à-dire qu'au moment d'inspirer l'air, notre ventre se dilate et au moment d'expulser l'air, il revient à sa position initiale. Une fois que nous avons pris conscience de ce mouvement naturel de la respiration, nous allons maintenant inspirer sur 4 temps. 1, 2, 3 et 4. Et nous allons expulser l'air sur 6 temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous faisons une pause. 1, 2. Et nous reprenons l'inspiration sur 4 temps. 1, 2, 3, 4. Et expulsion. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je prends 2 temps. 1, 2. Et j'inspire. Donc, je vous laisse le faire en autonomie. Inspiration sur 4 temps. Et expulsion de l'air sur 6 temps. Pause. 1, 2. Et je reprends. Nous allons le faire 3 fois en autonomie. Et maintenant, nous prenons un temps, nous allons libérer notre respiration et prendre un petit moment pour intégrer notre vivance. Comment je me sens après cette respiration posée? Dans quelle partie de mon corps je me sens le mieux, le plus détendu? Nous pouvons même peut-être porter notre attention sur les battements dans notre cœur. Et avec cette agréable présence à nous-mêmes, cette nouvelle conscience de notre respiration, nous nous préparons à ouvrir les yeux tout doucement et faire une petite description de notre vivance. Donc, nous prenons encore une fois 1 minute pour la phénodescription et peut-être des petits partages de ce que chacun a vécu avec ces techniques. Comme tout à l'heure, hein, si vous voulez préférer écrire une phrase ou deux, si quelqu'un souhaite prendre le micro, pas de souci. Oui. Alors, je vous invite, s'il y a des personnes qui veulent bien partager. Donc, j'ai un partage là, premier partage. Oui.
très relaxé et j'ai envie de dormir. Merci beaucoup pour ce partage. Alors, encore un autre? Oui, un autre moment de détente, de plaisir et de bonheur. Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres partages, nous pouvons continuer. J'en ai un dernier, et D'accord. donc une relaxation plus approfondie. Je me sens libre dans mon corps et souple dans mon cerveau. J'ai envie de lire et penser à des choses complexes. Voilà, c'est une prédisposition. Oui. Merci beaucoup pour tous ces partages qui sont très, très, très riches et très illustrateurs de l'apport de la sophrologie dans notre vie quotidienne et dans la gestion du stress. Alors, cette technique de respiration diaphragmatique posée, outre les bénéfices que vous avez cités déjà dans les témoignages, elle permet justement de faire abstraction du monde extérieur, de revenir à soi, de développer l'attention et la concentration, puisque ça nous permet de faire un vide et de repartir, de substituer les pensées parasites par un état d'esprit paisible, au lieu d'avoir des idées qui nous trottent dans la tête, on les calme, ces idées-là, grâce à la respiration posée. Ça nous apporte un sentiment de bien-être autant physique que mental qu'émotionnel. Et elle permet aussi d'améliorer, bien sûr, la qualité du sommeil. Donc, les deux techniques que nous venons de voir, voilà ce qu'elles vont nous permettre, que ce soit la sophronisation de base ou la respiration diaphragmatique posée. J'ai repris le schéma de tout à l'heure, la courbe de tout à l'heure, où nous avons une phase de stress, mais comme la phase de récupération est complète, c'est-à-dire que le taux de stress est descendu à 0, on peut avoir un autre stress, même s'il est plus important que le premier, mais qui ne dépassera jamais notre seuil de tolérance. Donc là, cette courbe, elle montre l'importance et les effets, que ce soit de la première technique que nous avons faite, de la sophronisation de base, que de la technique ou de la pratique que nous avons fait la deuxième, de la respiration diaphragmatique posée. Alors, en général, la sophrologie, voilà, elle nous permet déjà dans un premier temps de gérer nos états émotionnels, nos états de stress, ce qui va permettre de changer notre attitude vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis, bien sûr, des autres. Et ce que je disais tout à l'heure, elle va permettre un mieux-être. C'est-à-dire, même si je suis bien et que je fais une sophronisation de base, je me sens encore plus détendue, plus paisible, je me sens mieux. Avec la respiration posée également. Si je suis stressée, si j'ai des émotions négatives, avec les deux techniques, je peux m'en libérer. Si je n'en ai pas, je peux être encore plus détendue, encore plus calme, c'est-à-dire dans un état meilleur qu'avant d'avoir fait la technique. Alors, la sophrologie, c'est une méthode d'application qui est simple dans la vie quotidienne. Quand vous venez de le vivre, nous avons pu le vivre ou faire les pratiques comme nous sommes, dans l'endroit où nous sommes, même entourés de personnes qui sont autour de nous. On n'a rien rajouté, on n'a pas apporté d'artifice. Donc, elle peut se pratiquer à tout moment de la journée et dans n'importe quel endroit. Alors, elle se pratique en position assise ou debout. Donc, aujourd'hui, je ne vous ai fait que des techniques assises, mais on peut les pratiquer aussi debout. En tenue de ville, c'est-à-dire on n'a pas besoin d'une tenue spéciale pour faire de la sophrologie. À la lumière de jour, on n'a pas besoin de pénombre, de lumière tamisée, etc. C'est pas grave puisque toute notre attention va être tournée vers nous-mêmes. Donc, le monde extérieur n'a pas tellement d'importance sur nous. Sans musique, sans parfum ou autre conditionnement. Et là, c'est une précision que je vais rajouter. Monsieur Karim, tout à l'heure, on avait parlé de la différence entre sophrologie et sophrologie caïcédienne. En sophrologie, justement, il y a eu une déviation de la sophrologie caïcédienne qui est devenue sophrologie. Et je sais qu'à travers le monde, il y a des sophrologues qui utilisent beaucoup d'artifices en sophrologie, que ce soit des parfums, de l'encens, des pierres énergétiques, beaucoup d'artifices. En sophrologie, on n'a pas besoin de ça, puisque la seule chose que nous mobilisons, c'est nous-mêmes.
rien d'autre. Elle peut s'adapter aux circonstances de la vie de tous les jours. Je peux la faire à n'importe quel moment de la journée. Je suis prise, je suis occupée, j'ai un travail à faire. Je peux prendre 2 minutes pour faire ma respiration posée. Je peux prendre 2 minutes pour faire une sophronisation de base. Donc, elle est adaptable à toutes les circonstances. Une petite précision pour vers la fin, c'est de ce que la sophrologie n'est pas, pour ne pas qu'il y ait de confusion entre les autres pratiques et la sophrologie. Alors, la sophrologie, ce n'est pas une simple technique de relaxation. Ça, je vous en ai parlé au début. J'ai dit que ce n'était pas juste une détente, mais c'est une libération des automatismes qui nous enchaînent dans notre vie. Et que la détente en sophrologie, c'est juste pour atteindre ce dont j'ai parlé tout à l'heure, la conscience isokai, un état de conscience qui va apporter les modifications dans mon corps. Ce n'est pas uniquement une philosophie orientale. C'est vrai que Caicedo s'est basé sur des philosophies orientales, mais il a pris l'essence pour l'adapter à la culture, si vous voulez, occidentale, pour l'adapter à tout le monde, que ça ne reste pas, qu'il n'y ait pas cette empreinte orientale ou cette empreinte méditation spirituelle, si vous voulez, de l'Orient. Ce n'est pas de l'hypnose. Pourquoi ce n'est pas de l'hypnose? Parce que la personne qui pratique, elle est en état de veille, elle n'est pas en état inconscient. Toutes les pratiques que nous faisons, nous sommes conscients des pratiques. Ce n'est pas de la psychologie et ce n'est pas de la psychanalyse. Pourquoi ce n'est pas de la psychologie? Parce qu'un psychologue, il va s'intéresser au contenu de la conscience, on va s'intéresser à notre enfance, à notre traumatisme, à nos mauvaises expériences, etc. En sophrologie, on ne s'intéresse pas à cela. On s'intéresse à la conscience elle-même, c'est-à-dire à la structure de la conscience. Comment je peux rendre ma consciente, si vous voulez, si je peux me permettre, plus consciente de ce qui est positif que consciente de ce qui est négatif. Le négatif, on en est conscient, on le remarque, on le constate, mais je vais travailler sur la conscience et sur le côté positif. Donc là, c'est vraiment pour faire la différence, pour qu'il n'y ait pas un amalgame entre les différentes pratiques et la sophrologie. En conclusion, pratiquer la sophrologie, c'est comme apprendre à jouer du piano. Savoir lire la partition ne suffit pas pour devenir pianiste, il faut s'entraîner. Donc, le secret de la sophrologie, c'est de faire des entraînements, c'est de faire les pratiques, d'avoir des vivances. Et à chaque fois qu'on a des vivances régulièrement, c'est ces vivances-là qui vont apporter la transformation ou la modification chez la personne. En dernier point, c'est quels sont les champs d'application de la sophrologie. La sophrologie, elle se pratique dans tous les domaines. Dans le domaine de la santé, on utilise la sophrologie pour préparer les gens, par exemple, qui ont des maladies chroniques, pour accepter leurs maladies chroniques, pour accepter de prendre leur traitement. C'est aussi des techniques pour préparer les personnes qui vont avoir des interventions très lourdes, soit chirurgicales, soit radiothérapie, soit chimiothérapie, etc. Elle se pratique aussi dans le monde de l'enseignement, de l'éducation, pour gérer les examens, gérer le stress des examens, préparer les examens, améliorer la concentration, la mémorisation aussi, comment s'organiser. Donc, tout cela, la sophrologie intervient dans ces domaines-là avec sa touche personnelle, si vous voulez. Dans le domaine de la santé aussi, du sport. Donc, pour les performances, pour aller connaître ses capacités, être plus confiant, développer la confiance en soi, en ses capacités, comment pouvoir dépasser tout ce qui nous entrave pour les compétitions. Dans l'entreprise aussi, on l'utilise, elle a de l'influence, ou elle agit aussi dans le domaine de l'entreprise, dans la gestion du stress, comme ce que nous venons de voir. Donc, j'ai pris des techniques qui sont très courtes. Donc, c'est juste pour la gestion du stress. Et avec cette gestion du stress, il y a des pratiques pour améliorer aussi le relationnel. Si je suis détendue, si je suis calme, automatiquement, ça va se refléter dans mon attitude, ça va se refléter dans ma relation avec les autres.
et avec toute l'équipe avec laquelle je travaille. Ça renforce également l'esprit d'équipe, puisqu'en sophrologie, on travaille sans jugement. Donc, je ne juge pas mes collègues ou mes coéquipiers. Et au contraire, ça permet de voir, de clarifier, si vous voulez, la situation, la vision et focaliser sur ce qui est positif dans l'équipe au lieu d'essayer de focaliser sur les petits détails, sur les petites imperfections, sur ce qui nous sépare. On va focaliser sur ce qui nous relie. Et bien sûr, dans la vie familiale, dans la vie de tous les jours, la sophrologie, elle est toujours présente. Donc voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour assez brièvement quand même de la sophrologie et de ses apports sur que ce soit dans le domaine de l'entreprise ou dans tous les domaines en général. Et aussi, j'ai essayé de mettre de petites techniques pour déjà sentir le mieux-être. C'est juste un petit aperçu du mieux-être que la sophrologie peut apporter. Je pense que j'ai fait le tour et maintenant je vous invite si vous avez des questions, je suis là pour répondre à vos questions avec grand plaisir. En tout cas, merci beaucoup, Maroussia. Hein, comme j'ai déjà 2 témoignages, on te dit c'est très simple et très clair, on te remercie, et aussi beaucoup de professionnalisme. Et effectivement, tu dis que c'était bref, mais suffisamment pour susciter la curiosité et nous donner envie d'en connaître un peu plus. Je trouvais ça magnifique. Donc voilà, à vos claviers ou à vos micros, comme vous le souhaitez, comme vous le voulez. Si vous voulez prendre le micro, ça nous ferait plaisir d'entendre un de vos partages et aussi des questions. Alors, il y a déjà une ou deux questions qui m'ont été envoyées tout à l'heure. C'est peut-être le moment d'y revenir. Que devrais-je avoir comme étape psychologique pour décider de faire une séance de sophrologie? Écoutez, pour la personne qui pose la question, Ouais. Pour faire une séance de sophrologie, on n'a pas besoin d'avoir un état psychologique spécifique, mais c'est-à-dire, je peux faire une pratique une sophronisation de base. Je peux la faire tous les matins. Pourquoi? Ça va me permettre d'être plus présente à moi-même et d'être plus présente à ma journée. Je peux la faire en fin de journée pour me permettre d'évacuer le stress de la journée et d'avoir un sommeil reposant et récupérateur. Néanmoins, je peux la faire quand je me sens stressée, quand je suis par exemple, je vais parler du domaine de l'entreprise. J'ai beaucoup de travail et je ne sais pas où donner de la tête. Je suis sollicitée de tous les côtés, je ne sais pas l'ordre des priorités, etc. Je peux prendre un moment, faire soit une respiration posée, soit une sophronisation de base. Pourquoi? Pour revenir déjà à moi, comme on dit, il faut revenir à soi au moment présent. Comment je me sens maintenant et je me calme. Et après, je peux voir les choses moins stressées parce qu'elles ne seront plus accumulées. J'aurais fait un vide, j'aurais eu une phase de récupération pour aborder ce qui va suivre. Donc, ce sont des techniques, celles que je viens de présenter, parce qu'on a d'autres qui nous permettent de faire des pauses. Quand je sens que je commence à être dépassée, que ce soit par une émotion négative, que ce soit par un sentiment, que ce soit par une situation ou un événement auquel je fais face. Je peux prendre un moment. L'intérêt, c'est que ça me permet de différer ma réaction. Parce que quand on réagit sur le vif, parfois on a de mauvaises réactions. Donc, ça me permet de me poser, de savoir où j'en suis, de prendre mes repères et après de réagir. J'espère que j'ai répondu à la question. Tu as parlé là de quand est-ce qu'on fait effectivement la sophronisation et les exercices de respiration. Peut-être que la personne parle de se demander quand est-ce qu'on va voir un sophrologue, quand est-ce qu'on fait une séance de sophrologie. Peut-être, hein, et ça nous permet peut-être de répondre à cette question aussi. Oui, alors quand est-ce que je vais consulter un sophrologue? C'est lorsque je n'arrive plus à gérer ce qui se passe autour de moi. Quand je me sens dépassée parfois par les événements. Hein. Je me sens que je stresse parfois pour rien du tout. Je sens que ma relation avec les autres
est assez biaisé ou que je réagis mal. C'est-à-dire, une fois que je prends conscience qu'il y a quelque chose qui n'est pas, qui ne me plaît pas, mais qui tire un signal d'alarme, ça ne va pas, ou je sens que je ne vais pas bien, je peux consulter un sophrologue. Et le sophrologue, lui, il va vous permettre, avec les entraînements, de mettre un peu plus d'ordre, de mieux vous connaître pour savoir de quoi vous avez besoin. S'il y a une autre précision à faire, c'est que par ma propre expérience, il y a beaucoup de personnes qui sont suivies soit par un psychologue, soit par un psychiatre, et qui viennent faire, on leur a conseillé de faire de la sophrologie. Bon, la sophrologie, elle peut apporter un bien-être, elle peut résoudre des problèmes, vous aider, aider la personne à trouver la solution à ses problèmes. Mais elle ne va jamais se substituer au traitement. Donc, la sophrologie, c'est juste prendre conscience de mon état et mettre en place des outils, des enjeux qui vont me permettre d'améliorer mon état. Alors, qui va consulter un sophrologue? Tout le monde peut aller voir un sophrologue. Pourquoi? Parce qu'on a tous soit un sommeil qui est un peu perturbé, soit je n'arrive pas à me concentrer, soit j'ai pas confiance en moi, soit je ne peux pas prendre la parole en public. Bon, pour tous les petits soucis de la vie quotidienne, ils émergent d'une malconnaissance, je ne vais pas dire mauvaise, mais malconnaissance de soi. Donc, le sophrologue, il va nous permettre de nous reconnecter à nous-mêmes, de mieux nous connaître. Et quand nous nous connaissons mieux, nous trouvons les solutions à notre problème. Je pense que c'est bon ou ce que je... Alors, il y a une question qui va avec celle-là, pardon Maroussia, on me pose la question de l'âge minimum ou la tranche d'âge qui serait la plus bénéfique à la sophrologie. La sophrologie, comme c'est une connaissance de soi, c'est-à-dire un retour vers soi-même, elle est à tous les âges. Vous savez, on parle même de sophrologie pour les nourrissons, pour les bébés, à partir de 6 mois, 7 mois. Mais ce n'est pas de la sophrologie à proprement parler, c'est juste de la pré-sophrologie, ce qu'on appelle de la pré-sophrologie. Sinon, c'est à partir de 5 ans, 6 ans, on peut faire de la sophrologie et c'est une autre, pas variante, mais on l'introduit, mais de façon ludique pour les enfants. Par exemple, la respiration que je viens de faire avec vous, on la présente d'une autre manière aux enfants. C'est sous forme d'un jeu. On ne va pas leur expliquer que ça agit sur le rythme cardiaque, etc. Mais on leur fait faire comme des petits exercices qui vont leur apporter un bien-être du point de vue physique et psychique. Ça va les aider à se calmer, ça va les aider à se recentrer, ça va les aider à prendre conscience de leur corps, parce que c'est important, le schéma corporel. Donc, la sophrologie, elle est vraiment à tous les âges. Alors, il y a une question ici. Est-ce qu'on peut classifier la sophrologie comme étant de la méditation / de la respiration consciente et profonde? Et une autre personne, c'est une question qui se ressemble. Est-ce qu'on peut dire que c'est très proche de la méditation et de la respiration thérapeutique? Donc, deux personnes qui posent plusieurs questions. D'accord. Alors, je vais répondre à cette question. La sophrologie, comme je disais tout à l'heure, c'est un ensemble de techniques. Et dans ces techniques, il y a en sophrologie, on se base sur ce que le corps sait faire. C'est le point de départ de la sophrologie. La respiration déjà. Donc, la respiration, elle est utilisée comme moyen en sophrologie, comme moyen d'aller vers certaines structures internes dans notre corps pour pouvoir les modifier. Cette respiration, c'est ce qui va nous permettre de nous calmer. C'est ce qui va nous permettre d'aller vers ce que je vous avais montré tout à l'heure, sur cette conscience isokai, où les changements vont avoir lieu. Si on n'est pas dans ce niveau de conscience, ça reste mental, ça n'apporte pas de modification. Et pour qu'il puisse y avoir cette modification, c'est-à-dire que ça touche ou bien que ça permette la création de nouvelles connexions nerveuses, il faut qu'on soit dans cet état-là et on a besoin de la respiration. Vous disiez, est-ce que c'était de la méditation?
c'est ça. Oui. Alors, la sophrologie, dans les techniques de sophrologie, il y a de la méditation, mais ce n'est pas une fin en soi. Parce que la fin en soi de la sophrologie, c'est de revenir à soi et de revenir à la conscience. Pas de méditer sur quelque chose, mais ce mouvement de méditation, c'est-à-dire de porter l'attention sur quelque chose ou sur moi-même. En sophrologie, l'objet de méditation, c'est moi. Je ne vais pas méditer sur quelque chose qui est à l'extérieur, c'est sur moi-même. Donc, vous voyez un petit peu la différence. On va utiliser la méditation en sophrologie dans les degrés. Enfin, aujourd'hui, je ne vous ai pas fait une technique de méditation, mais ça vient dans les niveaux un peu supérieurs. Sauf que ce n'est pas de la méditation, mais il utilise la méditation. Je reviens à une question qui avait été posée au début. Merci à Karima de me le rappeler. Il y a une personne qui posait la question, quand vous dites de laisser à part des mots, MAUX, comment faire? D'accord. D'accord. Alors, quand nous faisons une technique de sophrologie, c'est vrai, il y a beaucoup de choses qui vont se présenter à notre esprit. Il y a des idées, il y a des souvenirs, et tout cela, nous ne pouvons pas l'empêcher. Pourquoi? Parce que notre esprit, il est fait pour avoir des pensées, comme notre cœur est fait pour battre. Donc, je ne peux pas, même par n'importe quelle force que je peux avoir, je ne peux pas dire à mon cœur, arrête de battre. Donc, je ne peux pas dire à mon esprit, arrête de penser. Ça, il faut que c'est un point qui est très important à expliquer parce que souvent, je comprends la question de la dame. Souvent, on nous dit il faut faire le vide dans ton esprit. Je ne peux pas, personne ne peut faire le vide. Personne. Parce que l'esprit, il est là pour penser, il va penser de toutes les façons. Donc, ce que nous apprenons à faire en sophrologie, c'est que je ne parle pas de mots, j'ai parlé de négatif, tout ce qui est négatif. Les pensées qui me dérangent, j'ai des choses qui me dérangent dans ma tête dont je n'ai pas besoin pour le moment. Je ne vais pas les effacer, je n'ai pas cette capacité-là et personne ne les a, mais je peux les mettre de côté, c'est-à-dire mon attention, je vais la tourner vers ce qui est positif. Elles sont là, je ne peux pas les changer, mais je vais focaliser, c'est un mouvement de ma conscience dont je suis responsable. C'est moi qui fais le mouvement. C'est moi qui vais les laisser et me tourner vers autre chose. D'accord? Il y a une autre phrase que je vais dire de Caicedo. Caicedo dit, dites-le, votre corps sait le faire. Le corps, il va le faire. Si on lui dit la première fois, peut-être il ne va pas y arriver, la deuxième, non, mais c'est un entraînement. À force de le dire, le corps va finalement le faire. Donc, c'est vrai qu'il y a des personnes pour qui c'est difficile au début, quand on leur dit je vais mettre de côté ce qui me dérange et je vais penser au positif, je vais focaliser sur le positif. Peut-être la première fois, ça ne va pas marcher, la deuxième, mais avec les entraînements, on arrive facilement à le faire. J'ai une question là. Alors, une personne qui pose la question, en quoi consiste la technique de scan corporel et dans quel cas l'utiliser? Alors, toi, tu n'en as pas parlé, mais je ne sais pas si… Bon, peut-être qu'elle fait référence à un autre outil ou à une autre… Il y a une technique qu'on appelle, mais en sophrologie, on parle en sophrologie caïcédienne. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut faire certaines différences. On ne parle pas, je crois que vous avez dit scanner. Non, ouais, un scan corporel. Un scan corporel. Je suppose, c'est quand tu faisais La sophronisation de base. Oui, sophronisation, bon, c'est une façon de scanner le corps. Oui. Peut-être qu'elle fait référence à ça. Bon, si la personne veut prendre le micro ou si elle veut… Mais c'est ça la question. D'accord. Alors, la technique de sophronisation de base, parce qu'en sophrologie, la sophronisation de base, c'est pour la détente, pour faire une pause. Et c'est ce qui nous permet, comme j'ai dit, d'arriver au niveau de conscience isokai qui va permettre le travail. Si je comprends bien, la personne qui a posé la question, elle a déjà dû faire une séance de sophrologie peut-être avec ce qu'elle a appelé un scan corporel. En sophrologie caïcédienne, nous travaillons sur ce que nous appelons le schéma corporel. Et schéma corporel, c'est-à-dire je vais voir je vais me représenter mon corps, je vais prendre conscience de mon corps, de toutes les parties de mon corps. Mais ce qui est important, c'est
l'état dans lequel je me sens. Aujourd'hui, j'ai travaillé, je détends chaque partie. C'est de la relaxation, le fait de détendre toutes les parties du corps. Ça, c'est une chose. Deuxième technique, si vous voulez, que je n'ai pas abordée aujourd'hui, c'est la découverte du corps. C'est-à-dire, je me représente mon corps, mais là, je ne peux pas le faire mentalement, je vais le faire physiquement. C'est-à-dire par le toucher et de me laisser toucher, si vous voulez, par mon corps. Mais je ne le fais pas mentalement. Je ne vais pas me représenter mon corps mentalement. Ce n'est pas l'objectif. Mais ce n'est pas la technique que j'ai abordée aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai focalisé sur le ressenti, sur la détente de tout le corps et le ressenti. Très bien. Peut-être qu'on va prendre une ou deux dernières questions. Oui. Alors, je vais te donner les deux questions. Alors, la première, quel est le rôle des responsables RH dans des situations de stress permanent? Alors, je ne sais pas si... D'accord. Et la deuxième, c'est quelle relation entre sophrologie et souffrance? Alors, je réponds à la deuxième. Alors, entre sophrologie, ça n'a rien à voir avec la souffrance. Oui. Souvent, on pense à ça. Oui. C'est bien de poser la question. Ça n'a rien à voir avec la souffrance. La sophrologie, on l'a expliqué tout à l'heure, ça veut dire ça, pas de maladie. Freine, c'est conscience, c'est-à-dire une conscience sereine, une conscience harmonieuse, une conscience équilibrée. Bon, souffrance, on n'aborde pas la souffrance. Alors, déjà, ce qui est important à retenir pour la sophrologie, comme je l'avais dit au début, c'est que nous travaillons sur l'action positive, sur le positif. On ne travaille jamais un sophrologue ne va aborder une souffrance. Jamais le sophrologue ne va aborder quelque chose qui fait souffrir une personne. Ou un souvenir traumatisant, un événement traumatisant. Ce n'est pas l'objectif parce que ce sont les contenus de la conscience. Or, le sophrologue, il travaille sur la conscience elle-même, pas sur ses contenus. Alors, le responsable RH, parce que déjà le responsable RH, lui aussi, il a un stress. Ah oui, lui aussi doit voir le sophrologue. Lui aussi. Alors, les séances de sophrologie, par ma propre expérience, et je vais faire assez court, quand on fait des séances de sophrologie en groupe, parce que dans les entreprises, c'est en groupe, et qu'il y ait le responsable RH, les personnes qui sont dans son équipe, etc., il y a le changement de la vision de la personne vis-à-vis d'elle-même, vis-à-vis de son état, et automatiquement, et quand il y a ce partage de phénodescription, ça permet de créer une autre alliance dans le groupe. Donc, la sophrologie, elle apporte énormément de bien quand elle est pratiquée en groupe. Et si le responsable RH gère son stress, il saura gérer, il saura déjà reconnaître le stress chez les autres et comment le gérer. Donc, à mon avis, c'est ça. Ça fait logique. Je pense qu'il n'y a plus d'autres questions, vu que l'heure qu'il est. Oui. Attendez. Non, voilà. Donc, merci beaucoup, Maroussia. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont assisté à ce webinaire. C'était très enrichissant, très intéressant. Peut-être qu'un jour, on aura l'occasion de te voir à Tanger. Ah oui, ça serait avec plaisir. On transmettra ça au cabinet Horizon RH. Et ben voilà, sur ça, on peut se souhaiter bon ftour et bonne fin de journée. Et je rappelle à ceux qui veulent assister demain au ftour, Echar, et c'est la fatigue de la journée, HR d'Horizon, en présentiel demain. N'hésitez pas à contacter le cabinet Horizon. Voilà, Maroussia, merci beaucoup. Je vous remercie également. Je remercie toutes les personnes qui sont présentes. Je te remercie, Karim, pour ton accompagnement. Je remercie aussi Horizon RH pour cette opportunité de pouvoir faire connaître, ne serait-ce qu'un petit peu, la sophrologie. Et Exactement. merci à tous et bon retour pour tout le monde. Merci. Bonne fin de soirée. Merci également à tout le monde. Yallah. Merci à vous. Allez, au revoir. Au revoir.